Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Un stadium qui annonce 24 000 mais qui fait quand même un petit peu plus vide à la télé le jour d'après, comme on dit. Après, Benfica était sous la pluie, a débuté avec une compo bis. Ils auront tenu 45 minutes avant de concéder l'ouverture du score d'Haraldsson, puis vient la mi-temps, des changements forts avec l'entrée de Gbo, Siro et Dalingra. Le premier obtient un péno, le second le transforme et il est presque passeur décisif sur l'égalisation de Mawissa. Le troisième vient clôturer le match avec son 8e but de la saison. La compo du coup c'était Reska, Menzi, Costa, Nicolaisen, Keben, Mawissa, Schmidt, Caceres, Gélabert, Magri, Babika. Sont entrés en jeu Donum, Dalingra, Siro, Gbo, Spearings. Messieurs, quels sont vos points? Vincent. Moi, je relis. Merci au coach d'avoir tenté ce coup tactique intéressant en première et d'avoir rectifié le tir de suite dès le début de seconde mi-temps. Et aussi un petit coup au LOSC qui nous rappelle que Lille c'est proche de la Belgique, surtout niveau somme. Clément. Écoute, ça va rejoindre un de mes points qui est les réactions post-match de Lille et le manque de respect global de nos adversaires quand on les bat. Ça commence à faire plusieurs fois et ça commence à faire chier. Et comme autre point sur le match en lui-même, c'est la preuve, s'il en fallait encore une, mais on l'avait déjà, que Siro est insortable de cette équipe. Yves. C'est le manque de profondeur de banc au milieu de terrain en fait. Parce qu'on se rend compte que derrière on peut avoir une rotation qui est super intéressante. Le match de Keben est très intéressant. Tu vois les gars ils tournent, t'as l'impression qu'il n'y a pas de changement de niveau. Par contre au milieu de terrain je veux pas être méchant avec eux, mais Schmidt, Gélabert c'était catastrophique. Gélabert t'as l'impression qu'il y a toujours 10 secondes de retard sur l'action, le temps d'arriver et de réagir. Et Schmidt c'est une énigme, vraiment. On sent qu'il a ce qu'il faut techniquement à un niveau QI football, mais il est capable de passer au travers comme sur ce match-là. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir Gélabert à côté qui était toujours en retard et qui propose très peu de solutions parce qu'il est toujours pris de vitesse qui a donné cette impression-là, ou est-ce que c'est vraiment son niveau? Parce que c'est pas la première fois qu'il est assez transparent comme ça. Voilà. Après, effectivement, bonne réaction. Gbo qui est de plus en plus intéressant. C'est vraiment le dynamiteur. C'est lui qui provoque. C'est par lui que viennent beaucoup des actions dangereuses. Et puis après, Siro, j'ai d'entrée. Qu'est-ce que t'en penses de Vincent Siro? Ça rejoint ce que je disais au tout début, où il n'était pas utilisé à son poste, etc. Et ce que nous avait dit Claude Lambiel, notre ami suisse, sur le niveau de Siro. Techniquement, il ne devrait pas jouer au TFC. Voilà, il a une vision du jeu et une capacité de réalisation technique. Il a une capacité à dompter le tempo du match, parce que c'est lui le patron quand il est sur le terrain, mais pour les deux équipes. Parce que c'est lui qui a dicté le rythme aux Lillois aussi, et il a fait un peu ce qu'il a voulu face à un Lille qui, à mon avis, nous a pris un peu de haut après la première mi-temps. Ouais, bon, on va revenir sur cette première mi-temps d'ailleurs, qui était quand même. On est passé un peu à côté, alors pour plein de raisons. Oui, voilà. Pour plein de raisons, les Lillois qui, dans cette première mi-temps, quand même, ont semblé dominer et rentrent avec, j'ai envie de dire, que 1-0. Oui et non, parce qu'au final, on le prend tard, donc on arrive très bien plus. Après, ça aurait été un truc bien hold-up. Plusieurs avant. Oui, ça aurait été un hold-up. Merci Guillaume. Il fait des arrêts. Mais on fait une bonne entame. Au final, il y a 10 minutes où on est même chez eux par moment, et après, ça disparaît. Il y a vraiment 10 minutes avec une intensité intéressante, et on recule, et le ballon commence à brûler les pieds, puis là, ça commence, les attaques lilloises commencent à s'accélérer. Un petit peu paradoxalement, un petit peu comme contre Lens, on prend le but sur le moment où on arrive justement à ressortir un peu. Oui. Et là, j'avais été avec Clément en virage, là c'était assez impressionnant, c'est qu'il y a eu pas mal de phases où au milieu on sentait qu'on les gênait, ils n'arrivaient pas à construire leur jeu, puis d'un coup tac, une accélération, et c'était plus même le football, quoi. Ils étaient en vitesse. Il y a une exécution, déjà il était mieux que Benfica, mais c'est pas compliqué. Et ils étaient allés beaucoup plus vite que nous. Il y avait une justesse technique là, les contrôles en pleine course de Ounas et Yazici, c'est quelque chose. C'était assez beau à voir. Ouais. Puis rien en seconde. Ouais. Alors, pour rester un petit peu sur la première mi-temps, nous on a tenté quelque chose en faisant tourner. Alors derrière, il n'a pas vraiment fait tourner, il a fait avec ce qu'il avait et par rapport aux blessés, etc. Et d'ailleurs, on
on y reviendra un petit peu après sur les prestations individuelles. Mais au milieu de terrain, Caceres qui est dans la rotation de Spearing, ça on l'avait déjà un peu vu. Schmidt qui reprend un peu sa place, j'ai envie de dire, parce que quand même de base il part un peu titulaire, mais bon là, s'il y avait Caceres, c'est sûr que par la place de Siro, c'était pour faire tourner. Gelabert qui était dans un rôle un peu particulier, parce qu'on avait nos 3 attaquants, avec un Gelabert axial, un Magri, j'ai envie de dire axial gauche, un Babika axial droit. Ouais, C'était pas vraiment trop non plus sur les côtés, et ça n'a pas du tout marché. Enfin, ils ont marché sur le terrain, mais sinon, J'ai eu espoir sur les premières minutes, puis non. Mais moi je trouvais ça intéressant, parce comme on avait approché un petit peu à Dalinga, de jouer bas, d'être plus à l'attaquant de déviation qu'à l'attaquant réellement finisseur sur ces dernières semaines. Mais au final, Gelabert, un profil qui pouvait correspondre, un petit peu à l'époque du Fabregas en pointe en équipe d'Espagne. Je sais, je fais un sacré compliment à Gelabert, et surtout un beau mytho. Et sur le papier, je trouvais ça intéressant à tester, pour le coup. Ça n'a pas marché. Voilà, mais ça aurait pu. Comment on peut expliquer que Gelabert, Gelabert n'a pas eu de bons matchs, de vrais matchs références, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose un petit peu, on a envie d'y croire. Schmidt, il a quand même eu pas des références, mais il a fait des bons matchs cette saison. Comment on peut expliquer que ces 2 joueurs-là, depuis quelques temps, passent totalement au travers? C'est genre de période. Schmidt, on sait que c'est mental, et Gelabert, il l'a toujours montré. À chaque fois on l'a vu, on se rend compte que c'est lent, il ralentit le jeu, il n'a pas de coup de rein, il est incapable d'accélérer, et c'est là-dessus où, et même dans la prise de décision, tu le sens hésitant. Donc pour moi, des 2 côtés, c'est un peu mental, parce que devant, par contre, tu vois, Babika qui sort aussi à la pause a quand même fait énormément d'appels sans jamais être servi. Il est très remuant, il est très provocateur. Moi, quand il sort, je trouve ça, je me dis, tiens, c'est sévère pour lui, tu vois. Ouais, pour lui c'est sévère, mais c'est logique. C'est la réorganisation, c'est la réorganisation tactique qui fait que t'es obligé de faire quelque chose à ce niveau-là, dans la mesure où il te faut quelqu'un en pointe, et c'était. Oui, il fallait qu'ils en sortent. Les autres, c'est humain, lui, c'est tactique. Oui. En fait, sportif plutôt que Gelabert et Schmidt, ils peuvent se poser des questions pour leur fin de saison, parce que est-ce que ça va jouer beaucoup après ce qu'ils ont démontré là, ou est-ce qu'ils ont grillé une énorme cartouche? Voilà. Babika, je pense que Martinez Novel a dû faire du taf à la mi-temps pour lui expliquer que là, c'était vraiment une réorganisation tactique par rapport au schéma de jeu des Lillois, et on l'a vu, on leur a posé énormément de problèmes dès qu'on est passé dans ce système-là, et le seum Lillois derrière, il s'entend aussi, parce que quand j'entends les réactions de Lucas Chevalier, moi j'entends aussi derrière, Rest a fait des parades décisives, on est en concurrence, et moi j'ai pas été capable de les faire. Ouais, ça je te rejoins totalement. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, on en a parlé en off, on va en parler aussi ici, mais Lille qui se cache derrière l'arbitrage. Ok, il n'y a pas grand-chose de scandaleux, voire même rien. Par contre, c'est leur prestation. Vous parlez de l'arbitrage, par contre, c'est leur prestation. Leur deuxième mi-temps est dégueulasse à Lille. L'arbitrage, le problème, c'est que ce qu'il reproche, l'arbitre a été logique, en fait. Ce qu'il lui reproche de ne pas avoir sifflé, il ne l'a jamais sifflé dans le match. Ouais, que ce soit d'un côté ou de l'autre. La fameuse pseudo-faute sur le corner, le penalty qui vont contester. Le penalty, ok, Gbo joue bien le coup en voulant passer entre les deux, mais à aucun moment, tu as un arbitre qui peut ne pas le siffler. Ouais. D'ailleurs, on remarquera que la VAR n'est absolument pas intervenue. Il n'y a pas eu de discussion sur ce penalty-là au niveau arbitral. Et le 3e but de Dalinga, on en a discuté un peu avec Camille. Moi, sur la première image, je me dis qu'on a de la chance parce qu'on en a vu des sifflets pour moins que ça. Et puis après c'est le problème de la VAR. En fait, ça tranche absolument rien et ça sert pas à grand-chose. Et on est encore une fois avec des Lillois qui hurlent au hors-jeu. Moi, s'il est sifflé hors-jeu, je trouve pas ça plus bizarre que ça. Au bout d'un moment, rendons la main aux arbitres, laissons les arbitres faire. On va gagner en fluidité dans le jeu, en vitesse. On se fera moins chier que ce soit au stade ou devant la télé, et on aura un peu plus de rythme dans les matchs, alors que on se rend compte que autant la goal line technologie a amené un plus, autant la VAR dans le football, ça n'a pas amené de positif. Donc dans la mesure où ça amène pas de positif, pourquoi le conserver en fait? Il y a Clément qui voulait réagir sur la VAR. Juste sur la VAR, moi je suis pas vraiment d'accord, parce que ne serait-ce que les buts hors jeu qui sont maintenant plus validés. Moi, je me rappelle en tant qu'ancien suiveur de l'Olympique Lyonnais, un match où on perd 3-2 contre Monaco, on prend 3 buts hors jeu.
Ça, pour le coup, ça n'arrive plus. Et maintenant, s'il y a des polémiques, c'est juste que c'est un truc qui est inhérent au foot. Sur les litiges. Le supporter de foot a envie de râler, que ce soit justifié ou que ça ne le soit pas. Donc il trouvera toujours quelque chose pour râler. Dans la mesure où ça râle toujours autant, au bout d'un moment, autant fluidifier le jeu et rendre la main aux arbitres et qu'ils assument un peu leurs décisions, parce que maintenant, c'est le contraire. Tu vois des actions qui se déroulent, et on revient 5 minutes en amont pour refuser ou accorder un but. Pour moi, c'est un problème insupportable. C'est un problème d'utilisation de la VAR plutôt que des arbitres principe. spécialisés VAR déjà, comme au rugby. Comme au rugby, ouais. Oui, puis surtout arrêtons de pénaliser les arbitres qui font appel à la VAR, parce que pour moi le problème il est là. C'est que tu sens qu'il y a des gens qui se couvrent parce que justement il y a des sanctions. Ça doit être l'inverse pour moi. Si un arbitre fait appel à la VAR de manière justifiée, il doit être récompensé, pas puni. Je trouve ça débile. Après, pour le coup, là, pour la règle du hors-jeu, parce que ce que les Lillois râlent, c'est qu'un joueur est en position de hors-jeu si une partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse. Mais les mains et les bras en dessous de l'aisselle de toute l'équipe ne sont pas pris en compte. Et là, typiquement, ce qu'on voit, c'est que Dalinga, c'est son bras qui est en avant et pas le reste. Alors après, et moi, c'est pour ça que je suis pas fan de la VAR aussi, c'est qu'il calcule tout au millimètre précis, là. Et du coup, je trouve que ça va à l'encontre même du jeu. En fait, pour le coup, ils sont ce millimètre là, tu le refuses, ça me fait chier. Mais en fait, ils sont obligés parce que je peux comprendre que ça les fait chier mais aussi. tu vois, si le but n'est pas accordé ou refusé, s'il y a une erreur, en fait, l'image elle est dispo. Tout le monde l'a l'image. Tout le monde l'a sauf l'arbitre. Sauf que t'as l'image et personne n'est d'accord. Donc faut arrêter avec t'as l'image et machin. Les images elles sont toutes interprétées, tu vois, sur les pénaltys. Mais en fait, on va juger la performance. La performance de l'arbitre sur une image auquel lui n'a pas accès. Et je trouve ça un peu dur. Surtout que les arbitres en prennent suffisamment plein la gueule dans le foot en général, je trouve, pour en plus leur ajouter ça. Après, en fait, on a un outil technologique qui est là. Je trouve que ce serait vraiment débile de s'en passer. Et je pense qu'ils en ont tous conscience qu'il est très mal utilisé. D'ailleurs, même les arbitres commencent aussi à le dire. Oui, pardon. Non, juste que pour revenir sur ça, au final, sur le temps réel, l'arbitre dit pas hors jeu. Parce que des fois, il y a l'inverse. Il y a le drapeau, tu as la VAR, finalement, on sort la règle et finalement, il y a but là pour le coup. Si on garde ton avis, Yves. Sur le coup, ils ont laissé jouer jusqu'au bout. Donc, l'arbitre, voilà. Pour lui, il n'a aucun doute. Oui, ça intervient dans l'oreillette. Attends, je regarde. Voilà. Oui, c'est ça. C'est plus la vidéo qui a dit attendre 2 secondes qu'on vérifie. Mais après, pour revenir sur les déclarations des Lillois, moi je trouve ça. Après la seconde mi-temps qu'ils font, qui est horrible, le premier tir de Lille en seconde mi-temps, c'est temps additionnel. Ouais. Les mecs prennent 3 buts dans le museau en 20 minutes. Ils vont t'expliquer à la fin du match que c'est la faute de l'arbitre. Et là, ce degré de non remise en question, je trouve ça incroyable. Si tu reprends leur logique et que, comme toi tu dis, à la VAR, en regardant les images, on peut dire que dans ces conditions-là, si pour eux il y a faute à chaque fois et qu'aucun des buts est valable, t'as le droit de râler. Hein. Ouais, mais là pour le coup, il râle sur des trucs. Le péno, tous les jours, il doit être sifflé. La faute sur Goodmanson, c'est pas parce qu'on est en Ligue 1 qu'il faut. Tu vois, c'est le genre de faute qui est tout le temps sifflé en Ligue 1 et il y a jamais rien. Ouais. Moi, ça me scandalise pas que l'arbitre décide de laisser jouer, que le mec se jette quand même ostensiblement par terre. Normalement, c'est pas scandaleux de pas sanctionner ça, quoi, tu vois. En tout cas, il y a eu un coaching gagnant aussi du coach parce qu'il s'est quand même vite rendu compte que ça marchait pas, qu'il a tenté de faire tourner, il a vu que ça marchait pas, il a réagi directement. À part Gilbert Montagnier, je vois pas qu'il pouvait se rendre que. Ouais, mais il aurait pu attendre. Des fois, il est pas très adepte, tu vois, des changements. Là, il y en a 3 en une mi-temps, faut quand même le souligner aussi. Et les 3 qui rentrent, ils ont clairement changé le match. Enfin, complètement, ils sont impliqués sur les 3 actions. Puis même au bout de 30 secondes surtout. Au bout de 30 secondes, t'as déjà une première alerte sur le but, t'as un corner, je crois que c'est la 46e, quand même pas la 46e, d'entrée des premières occasions, t'as vu, c'est même plus la même équipe, quoi. Et pour une fois, vous remarquerez, on a bien attaqué une mi-temps. Oui, c'est vrai. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on avait plus l'habitude de faire l'inverse et de se faire peur sur les débuts de mi-temps. Alors est-ce que c'est le fait qu'il soit rentré justement à ce moment-là Je suis pas loin de le penser. Mais il va falloir s'en inspirer pas mal pour les prochains débuts de match et les retours de mi-temps où on a un peu l'habitude de s'oublier, mais ce qui n'est pas une grande nouveauté du TFC non plus. Oui. Ouais, pas mal de réactions sur ce match. Tu me prends de court comme d'habitude. Pour Lucas, match top. On a fait souffler quelques titus, on a gagné. Gelabert en 9, c'était osé quand même. Foubo, le gros plus, c'est le coaching. Alors, on a Pichou qui est un match qui fait du bien. Bonne tactique, attention remplaçant en milieu. Derrière Keben et Mawissa au top. Matt nous dit pas mal par rapport au contexte, j'avais peur que l'élimination en Europa League soit très difficile à avaler. Ils ont bien réagi, on est désormais solide derrière, confiant. Par contre, l'écart entre le 11 titulaire et remplaçant est abyssal.
Bernard, compas en bois pour débuter. Et heureusement, Carles a bien regardé le match car elle a changé tout ce qui n'allait pas. Seconde mi-temps avec beaucoup de pressing, de mouvement et l'efficacité était enfin au rendez-vous. Victoire méritée. J'essaie de trouver d'autres commentaires. Pichou nous dit Lille ressemblait à un Doliprane effervescent, beaucoup de remous et de bulles au début, il n'y a pris plus rien. Manon nous dit quel plaisir de revivre des émotions aussi fortes au stadium. Enfin, une victoire à domicile. Oui, Free Fly qui nous parlait que Babica avait apparemment une gêne en première mi-temps. Ça peut aussi expliquer le coaching. Et Sacha, depuis sa chambre d'hôpital, sûrement en convalescence, la première mi-temps a montré que le mercato d'été n'est tout simplement pas au niveau attendu. Schmidt, Gelabert, Magri, c'est compliqué. Seul Caceres donne satisfaction pour le reste. On a trouvé notre système, mais il y a vraiment un écart entre les cadres, les pitchouns et les autres. Et pour terminer, sur Twitch, Supernova64 631 nous dit très content de retrouver Yves par contre. Et je vais rebondir par contre sur ce qui est dit sur l'élimination en Coupe d'Europe. Ouais. En fait, l'élimination aurait pu faire mal si on était tombé dans des conditions où on avait eu vraiment l'occasion de passer, où on avait pris une branlée, ou si on était tombé contre un club qui était vraiment à notre portée. Alors que là, sur le papier, on était déjà éliminé. Et au final, on sort avec des regrets parce qu'on fait 2 matchs assez phénoménaux. Et je pense que ça a au contraire mis beaucoup de confiance dans le groupe, surtout le match retour où les déclarations de Sierro à la fin du match, où tout le monde a pu se dire on les a regardés droit dans les yeux et on n'a pas à rougir. Maintenant, par contre, ils savent tous qu'ils vont passer pour les idiots du village s'ils ne sont pas capables de transposer ça en Ligue 1. Et on passe pour les idiots du village sur notre début de saison en Ligue 1 et sur les prestations fournies. Après, je mettrai un bémol sur ce qui est dit sur Magri, parce que Magri a quand même été plus qu'intéressant et c'est pas aussi catastrophique que ne peut l'être un Gelabert ou un Schmidt depuis quelques temps. Moi, j'ai du mal à revenir, je trouve. Moi, Magri, je comprends pas pourquoi on s'attarde à le faire jouer sur ce côté gauche ou sur axial gauche, pourquoi on le met pas en pointe vraiment dans un turnover d'Alinga Magri. Bon, peut-être manque d'effectifs, je sais pas ou quoi, mais c'est vrai qu'il est moins cata que ce qu'on peut penser, mais je comprends pas. Moi, je trouve que je sais pas, il manque un petit truc. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je sais pas, il manque un. Il est jeune. Ouais, oui. Il est jeune, il arrive de Ligue 2, il faut un peu un temps d'adaptation. Il est déjà plutôt pas mauvais. Après, mais dans l'axe, je le trouve plus performant, tu vois. Ben oui, il est plus performant dans l'axe, mais dans le même temps, dans l'axe, c'est difficile de faire une vraie rotation avec Dalinga qui est ta pièce maîtresse. Bien sûr. Après, au final, Dalinga, première saison, il fait un très bon début de saison, puis disparaît un moment, puis il revient fin du deuxième semestre pour nous faire une bonne perf. Donc, Magri, il y a encore un peu de temps aussi. Et ce que refait Dalinga un peu cette saison aussi. Oui, c'est vrai. Comme tous les numéros mais après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il joue sur l'aile beaucoup, notamment la non-éclosion de Sissoko. Parce que techniquement, c'est la place que pourrait prendre Sissoko. C'est pas un crack, lui, pourtant. Est-ce que c'est une non-éclosion ou est-ce que c'est une difficulté à revenir de blessure? Les deux. Les deux sont liés, je pense. Voilà, et surtout l'absence d'Abouklal. Oui, la blessure qui n'était pas prévue en début de saison. Et en début de saison, il était prévu pour être en rotation avec Dalinga. Puis sur les côtés, c'était Abouklal qui était titulaire évident. Et puis malgré Abouklal, ça marchait bien en début de saison. Ouais, et puis d'ailleurs, Beau est recruté aussi pour avoir le profil, on va dire, d'Abouklal dans ce TF-là. Et Beau qui est la vraie satisfaction pour moi. Au niveau des dernières recrues, parce que c'est vraiment, il a du feu dans les jambes et à chaque fois il prend le ballon, tu sais que il va se passer quelque chose, quoi. Il a toujours les épaules vers l'avant. Tous ses contrôles, il les fait vers l'avant. Exactement. C'est con, hein, mais il perd beaucoup de ballons parce que justement, il joue jamais dans la facilité. Ouais. Il va toujours provoquer, chercher à déstabiliser l'adversaire. Il vient entre les lignes, il accélère le jeu à chaque fois. Il provoque. Et voilà. Après, il joue au TEF. Donc c'est forcément pas un top joueur, mais il a des choses à montrer et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'en prenant de la maturité, c'est un joueur qui était très prometteur quand il était très jeune, qui a eu du mal à acquérir cette maturité, qui a eu une très bonne gestion de carrière en partant dans des clubs où il allait jouer, etc. Et qui revient, à mon avis, au bon moment à un niveau pour lequel il est prêt. Et ce qui lui permet de commencer à s'affirmer et sur ce match-là, il s'est affirmé en patron à ce poste-là, quoi. Puis dans un club où il peut s'épanouir aussi.
Exactement, avec un système qui fait confiance aux jeunes et un entraîneur qui est parfait, qui a un système parfait et qui lui convient très bien en fait. On se plaignait beaucoup aussi qu'on était incapable de changer de rythme cette saison, et je trouve que c'est un joueur qui le fait énormément et ça fait beaucoup de bien. Et ça manquait cruellement à Bouklalz le faisait l'année dernière, c'est ça. Mais tu vois vraiment que la différence entre jouer sans ailier et jouer avec des vrais spécialistes, quoi. Et qu'il y a une vraie complicité dans le jeu entre la vision du jeu et les ouvertures qu'est capable de faire Sierro et les appels que lui est capable de faire. Il se trouve extrêmement facilement et très très vite. Le seul petit reproche entre guillemets, c'est que ça a du mal un peu à combiner avec le latéral ou le piston. Souvent il revient beaucoup vers le centre du jeu cherché, donc voilà, après il y a un peu moins d'appels dans son jeu aussi, peut-être. Mais oui, c'est des complicités à développer et le jour où il aura cette palette là sera très intéressant. En parlant des pistons, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu aussi sur cette défense. Mon nouveau schéma tactique là depuis quelques matchs. Moi j'ai une théorie en fait. Je pense qu'on se prépare à la Super League. Parce que face aux moins bons de championnat, on perd, on gagne que contre des gros et des matchs européens. Donc en fait, Comolli prépare la Super League, c'est sûr et certain. Non, très de plaisanterie. Pour ce schéma à 3, 5, vous l'appelez comme vous voulez, il y en a un qui éclate tout et qui est devant partout. D'ailleurs, on l'a plébiscité ici, c'est Mawissa bien sûr, mais il y en a un qui est un peu plus dans l'ombre et qui fait pas de bruit, mais qui a fait 2 bons matchs depuis sa rentrée sur Benfica, c'est Kevin Keben, qu'on attendait, qu'on n'était pas trop sûr de son niveau, qu'on avait vu 2-3 fois dans des postes de latéral droit, un peu comme Mawissa, un peu baladé de partout. Et là, dans ce rôle d'axial droit, où il remplace donc Moussa Diarra qui est blessé, il fait 2 bons matchs. Parce que je mets Benfica, on en avait parlé aussi, mais là aussi, encore dimanche. Mais ce qui est bien pour lui, c'est que malheureusement, quand il y a eu cette ouverture à la CAN, on s'est dit il va avoir du temps de jeu. Puis malheureusement, il se blesse. Donc on s'est dit peut-être qu'il va passer à côté de cette ouverture qui lui permettrait d'avoir du temps de jeu et d'exploser au public. Là, les circonstances ont fait qu'il a récupéré une place à cause des blessures. Et au final, il est serein. On a cette chance-là qu'au final, tu sors des joueurs, tu les rentres, tu n'as pas forcément de différence. Même, c'est sûr, tu as des joueurs, c'est des plus, mais au final, c'est pas des moins. C'est surtout mentalement et dans la maturité où il est impressionnant, parce que quand il remplace Diarra, il n'est absolument pas programmé, à mon avis, pour jouer sur ce match. Oui, pour Benfica, c'est absolument pas programmé. Et il rentre à un moment où c'est le pire moment, en fait. On perd nos 2 pistons d'un coup. À 5 minutes d'intervalle, même pas. C'est la 20e ou 25e minute en plus. Avec 2 mecs qui n'étaient pas prévus pour rentrer à ce moment-là, donc ça veut dire que qui sont pas chauds. Niveau échauffement, c'est moyen. T'as toutes les conditions pour foirer ton match et il rentre. Je vais pas dire il taille patron parce qu'il y a du monde il fait autour, son match. Mais il fait un très très bon match. Et là, il confirme. Parce que défensivement, il n'y a pas grand chose à dire. On est un peu naïf sur le but d'Haraldsson. On est un peu naïf, mais c'est la jeunesse aussi de l'effectif qui fait ça. Et puis, fin de mi-temps, je pense qu'ils étaient déjà rentrés au vestiaire un peu. Mais après, non, défensivement, en fait, la vraie satisfaction de toute la saison, c'est derrière. Où derrière, on est vraiment capable d'avoir une vraie rotation sans avoir l'impression de baisser le niveau. Et puis il y a Papa aussi à côté, parce qu'on a Chouchou avec Desla, mais il y a Papa aussi, Papa Nicolaisen. Moi c'est Chouchou numéro 2. Il encadre bien. Franchement, il encadre bien. Puis il est énorme. Depuis le début de la saison, il est d'une régularité. Pareil, des joueurs dont on a douté et qui s'affirment et qui arrivent en disant non, je suis capable de tailler patron. Et voilà. Et puis peu importe qui tu lui mets à côté. Il le sublime. C'est toujours aussi bon et les mecs à côté de lui sont bons aussi, donc c'est vraiment ce qui est intéressant à voir, que le mec est capable de s'adapter, de réagir. Il a un sang-froid dans les veines qui est incroyable. On est une des rares équipes à être capable des fois de savoir balancer et pas vouloir s'entêter à relancer court et se mettre en danger quand c'est chaud. Et ça, on le doit à lui, parce que si on remarque à chaque fois que reste allonge ou quoi, c'est lui qui lui dit c'est vrai, vas-y maintenant stop, là on est en difficulté, on balance et puis on joue le second ballon et on verra. Et Costa aussi, son compère de défense, à 3-5, ça marche vraiment. Je sais pas, peut-être qu'il se marche moins. Il y a aussi le fait qu'il a un point fort, c'est pouvoir se projeter vers l'avant, et du coup ça. Donc il a plus de liberté aussi pour le faire, parce que tu sais derrière que ça compense forcément, et c'est intéressant ça. En fait,
on en revenait à ce que j'avais évoqué il y a peut-être 2 ou 3 semaines, c'est qu'on a vraiment un axe maintenant qui existe. On passait beaucoup par les côtés. Maintenant, tu peux vraiment partir. T'as un Rest qui joue toujours au pied, qui peut jouer court. T'as un Costa qui peut se projeter. Maintenant, t'as Siro qui peut trouver Boho, qui peut trouver Dalinga. Donc, t'as une vraie colonne vertébrale qui est en train de se créer. Qu'on n'avait pas jusque-là. C'est vrai. Et c'est assez intéressant à voir. Ça fait plaisir parce que ça fait des automatismes. Et ça fait surtout des alternatives. En février, il était temps d'avoir une colonne vertébrale. Oui, après, bon, on a dit qu'il fallait patienter un petit peu avant de voir quelques prémices. Pour finir, on va faire les tops et les flops, mais juste un dernier mot sur Vincent Siro. Bon, c'était ton point, Clément, mais bon, là, je pense que c'est bon. Au bout d'un moment, les gens, ils vont comprendre ou... Disons que si là, ils le comprennent pas, c'est cause perdue. Hein. Il faut arrêter de regarder du foot, quoi. En fait, parce que clairement, si tu comprends pas là, tu le comprendras jamais. Mais oui, non, mais quelle entrée, quoi. Quelle entrée, taille patron, le mec. Il récupère le brassard d'ailleurs. Il récupère le brassard. Ça, c'est fort aussi, comme geste. Dalinga lui donne le ballon sur le péno aussi. C'est pas innocent, entre guillemets. Gbo lui demande, mais sans grande conviction. Oui, on rigole à moitié. Oui, et ça, je trouvais c'est important ce que tu dis. Pour le coup, je trouve ça fort comme geste. Je pensais que Dalinga allait le frapper pour le coup, parce que ça faisait quand même un petit moment qu'il n'avait pas mis un but. Donc je trouve ça bien qu'il lui ait donné et ça montre aussi sa place dans le groupe. Et je trouve qu'il dégage de plus en plus Dalinga de pas été stérilité. très fiable sur les pénaltys aussi. Donc, Puis même quand on voit l'image, mais... il ne conteste même pas une seconde. C'est vraiment, il vient le voir pour l'encourager, même pas, il lui prend le ballon. Parce que comme d'habitude, il y a des choses qui ont été décidées, tout le monde les a acceptées. Et point final, personne ne discute, tout le monde obéit. Et puis il les tire bien. C'est comme ça que ça doit se passer. Oui, et puis tu sens qu'il fait l'unanimité autour de lui, et ça, et tu sens que ça lui donne confiance derrière. Et enfin, c'est un cercle vertueux. Et moi, je suis très content de le voir à ce niveau-là et de se dire que on avait raison depuis le début. Oui. Et ça fait plaisir. En fait, il n'y a pas de surprise puisqu'on est exactement sur ce que nous avait dit Claude quand on a recruté Vincent et qu'il était venu nous en parler. Claude, suiveur du FC Sion, qu'il connaissait depuis qui jouait chez les jeunes à Sion. Et oui, il n'y a pas de surprise sur le profil du joueur. Et encore une fois, quand les joueurs sont utilisés à leur vrai poste avec des joueurs complémentaires autour, c'est vachement plus facile. C'est ça. Au top, messieurs, rapidement. Siro, l'équipe de la seconde mi-temps, tout simplement. Ok. Ouais, moi je suis assez d'accord avec tous ceux qui sont sur mon petit bout de papier, à savoir Mawissa, quand même, qui a été assez impressionnant, vraiment, même offensivement, alors que c'est pas forcément le côté où on l'attend. Je trouve qu'il a quand même, il s'est pas mal retrouvé dans la surface, pas mal de débordements, alors que c'est pas forcément là où on l'attend. Et Nicolas Hyssen, qui pour moi est un joueur criminellement sous-coté en Ligue 1. Papa, c'est papa. Pour moi, dans ces joueurs-là, il y a quand même un oubli majeur qui nous maintient dans le match, c'est Guillaume Rest. Oui. Ouais, c'est devenu une normalité quoi maintenant. Voilà, c'est une normalité pour nous, mais il fait encore un match taille patron avec quelques arrêts qui sont extrêmement décisifs parce qu'on peut tourner à 2-0. Ouais. Flop. Chez nous, Schmidt, Gelabert. Forcément, oui. Tu dis Gelabert. Je suis obligé. En fait, pour moi, ce match-là, c'était un petit peu le match de dernière chance parce qu'avant, on avait la Coupe d'Europe, donc tu pouvais avoir des matchs où tu fais tourner. Là, maintenant, c'est fini jusqu'à la fin de la saison. Ton effectif, ton 11 type, à 2-3 jours près, il ne va pas bouger. Donc là, c'est fini, malheureusement. Et ce qui est inquiétant au milieu, parce à part Caceres, qui est une alternative qui a le niveau, derrière, c'est compliqué, quoi. Ouais, parce que là, Moi, Schmidt, j'ai espoir. Ouais, tu vois, dans la hiérarchie, même un Jean Roux blessé devant pour moi. Oui. Pour moi, Jean Roux blessé aura plus de chances de jouer que eux deux. Je sais pas. En revenant. Et aussi, je trouve qu'il y a un signal très fort qui a été envoyé à Sissoko. C'est ce qu'on se disait avec Clément pendant le match. C'est vraiment pour le faire le 5e changement. Du coup, il attend vraiment un bon moment. Et ils sont plusieurs à s'échauffer. Et au final, tu renvoies un Donum qui était titulaire à Benfica, qui enchaîne les matchs pour les dernières. Alors qu'à 3-1, tu vas vraiment inquiété, tu peux te dire, allez, on peut relancer Sissoko. Il y a une question, est-ce que Sissoko est complètement rétabli ou est-ce qu'ils font toujours attention? Je sais pas. Sur 10 minutes, vu que tu l'envoies, il s'est échauffé une bonne vingtaine de minutes, donc tu te dis, ouais, il a 10 minutes, pourquoi pas y aller? Donc j'étais surpris qu'il envoie Donum pour le coup. Après, t'es bien, le score est fait. Donum a quand même un profil plus meilleur défensivement, plus accrocheur et il va jouer un peu plus derrière que Sissoko. Donc voilà, pour moi c'est pas scandaleux et ça m'envoie pas beaucoup de certitude sur Sissoko, sachant que pour moi je pense qu'il y a peut-être toujours une fragilité ou une faiblesse et qu'ils préfèrent
tant qu'ils sont pas obligés, prendre La du temps sécurité. pour pas le faire revenir et jouer la sécurité. Il a 20 piges. Oui, C'est ouais. ses premières saisons d'adaptation. Puis Il fera une bonne prépa cet été et peut-être qu'il postulera à quelque chose. Puis même dans 2 ans, hein. Enfin, je dirais pas Oui, pressé. oui, Hein. oui. Et juste un dernier mot. Allez, des réactions, merci, Kamanzi Le Crack qui nous dit aussi l'entrée de Spearing qu'il a trouvé bonne. Aussi. En plus des joueurs qui n'ont pas été cités jusque-là, on a aussi une mention d'encouragement aussi pour Costa. Je crois que c'est Sacha qui nous a mis ça. Freefly qui soulignait aussi que c'était le premier but de Sirois à domicile. Oui. Donc c'est quand même aussi important. Et Fab qui revient sur Surbo, qui pour lui la meilleure recrue, qui est tout simplement impressionnant. La stat du match, c'est 12 points pris sur 18 possibles en 2024 en championnat. Sur la première partie de saison, ce bilan était de 14 points sur 51 possibles. Et nos 10 derniers buts, 7 ont été marqués sur les coups de pied arrêtés. Alors qu'il y a quelques semaines, on disait putain, on les bosse pas. Le renouveau. Alors, qu'on les bosse pas, c'est surprenant, ça, comme. Non, mais quand on disait, information. on disait pas ça, c'est que dans le sens, on a l'impression qu'ils les bossaient pas et qu'on marquait plus, que c'était une de nos forces l'année dernière et que cette année, c'était un peu plus compliqué. Ouais, Au final, mais, là, bam, ça revient. C'était une de nos forces avec des mecs qui étaient là depuis 2 ans. Oui, non, mais clairement. Donc voilà, les coups de pied arrêtés, on le sait, hein, c'est énormément de travail, c'est des complicités dans les courses, les appels, etc. Et c'est un mouvement à 6-7 joueurs et pas entre un tireur et le mec qui va le réceptionner. Et puis après, on a aussi de la chance avec des coups de pied mal tirés qui s'en butent. Voilà, mais non. Après, on sait que ça prend du temps à mettre en place ces choses-là. Et je vois mal le TFC, grand adepte de data, ne pas bosser les coups de pied arrêtés. Non, c'est dans le sens où on s'étonnait qu'ils n'étaient pas aussi Bon l'an dernier. Bon, Niveau stats. tout simplement. Et puis là, ça marche. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, et je suis désolé de retourner le couteau dans la plaie, mais le but de Mawissa, c'est ce que Spearings n'a pas réussi à faire. Alors, je n'incrime pas Spearings, mais dans le type de but, c'est typiquement ce que Spearings n'a pas réussi à faire jeudi, et que là, ça marche sur ce match-là. Alors, je n'incrimine pas Spearings. T'es un salaud. Non, c'est pas ça. T'es pas du tout dans le même cas. Pour Mawissa, c'est facile. Vu là où il est placé, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Alors que Spearings, en fait, c'est un peu réflexe. C'est que t'es pas attaquant et tu as les deux côtés d'ouvert. Donc qu'est-ce que je fais ? Je la reprends, j'essaye de la prolonger au second ou je la renvoie de là où elle vient. C'est un peu, à mon avis, c'est l'hésitation qui fait qu'il ne la cadre pas. Alors que Mawissa n'a pas le choix. T'arrives, il faut la mettre plein fer. Oui. C'est ce qu'il a fait et ça lui a réussi d'ailleurs. Et t'as qu'un côté en fait. Donc en fait, même s'il se foire et qu'il voulait la mettre de l'autre côté, elle rentre au premier poteau. Et puis là, pour le coup, on a enfin réussi à faire ce qu'on a tenté 500 fois cette saison, qui n'a jamais marché, c'est-à-dire la déviation au premier poteau. Ça a enfin fini par marcher. Mais qui marche très peu souvent en général en fait. On a beaucoup Il y a tellement tenté de densité dans les surfaces. Et là, on remarquera d'ailleurs que la naïveté des Lillois, parce que Mawissa, c'est la faute de l'arbitre. Il est tout seul. C'est la faute de l'arbitre. Je sais pas ce que tu racontes, c'est la faute de l'arbitre. C'est l'arbitre qui l'a pas pris au marquage.